Elle a avoué, je me sens vivante avec lui. J'ai répondu, alors vis sans moi. J'ai annulé le mariage, liquidé notre vie commune, coupé tout contact et j'ai souri quand ce fameux sentiment de vie s'est accompagné de conséquences médicales. Et Reddit, je me sens vivante avec lui d'une manière que je n'ai jamais ressentie avec toi. Ces mots sont sortis de la bouche de Chloé 3 semaines avant notre mariage. Nous étions debout dans notre cuisine, celle que nous avions rénovée ensemble l'été dernier, celle où nous avions planifié tout notre avenir autour d'un café matinal et d'un verre de vin tard le soir. J'ai 31 ans, elle en a 29. Nous étions ensemble depuis 6 ans, fiancés depuis 8 mois. Les faire-part étaient déjà envoyés, le domaine en Provence était payé, sa robe était suspendue dans notre penderie. J'ai posé ma tasse de café avec une précision chirurgicale et j'ai dit, alors tu devrais vivre sans moi. Son visage est devenu blême. Quoi? Non, ce n'est pas ce que. Je suis juste honnête sur mes sentiments, Maxime me fait ressentir des choses que je croyais avoir perdues, mais ça ne veut pas dire. Maxime. J'ai laissé le nom flotter dans l'air. Ton coach de CrossFit. Ce n'est pas ce que tu crois, Antoine. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai vu tressaillir. Je me fiche de ce que c'est, tu viens de me dire qu'un autre homme te fait te sentir plus vivante que moi, alors vas-y, sois vivante avec lui, je ne suis pas intéressé à être ton filet de sécurité ou ta roue de secours pendant que tu cherches l'étincelle avec quelqu'un d'autre. Elle a répliqué, tu réagis de manière excessive, les couples de longue date parlent de ce genre de choses, c'est normal de... De quoi? De dire à ton fiancé que ton entraîneur te donne des papillons dans le ventre? Qu'il te fait ressentir ce que je ne peux apparemment pas. J'ai attrapé mes clés de voiture. Je vais chez mon frère, quand je reviens demain, je veux que tu sois parti. Elle a protesté, c'est mon appartement aussi. Je me suis arrêté à la porte, en fait, c'est mon appartement, tu as emménagé il y a 2 ans, ton nom n'est pas sur le bail, tu as 24 heures. Je suis sorti au son de ses pleurs. Le truc, c'est que je n'étais même pas en colère à ce moment-là, j'étais juste vide, complètement et totalement fini. Mon frère Julien a ouvert sa porte à 23 heures, l'air confus. Tu ne te maries pas dans 3 semaines? Je devais me marier. Je peux crècher ici ce soir? Il s'est écarté sans un mot de plus. C'est ça le truc avec Julien, il a 3 ans de plus que moi, il est divorcé aussi, et il sait quand il faut juste se taire et te tendre une bière. Vers minuit, après lui avoir tout expliqué, il a dit, alors, c'est quoi ton plan? Tout annuler, la faire partir, passer à autre chose. Tu as l'air bizarrement calme. J'ai fixé la bouteille de bière dans ma main. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand Sophie t'a trompé? Que tu aurais dû partir la première fois que tu t'es senti manquer de respect au lieu de la 10e. Exactement. Ce n'est pas la première fois que Chloé me fait sentir comme une option, c'est juste la première fois qu'elle le dit à voix haute. Julien a haussé les sourcils. Tu veux développer? Je l'ai fait et tout est sorti. Chloé et moi nous sommes rencontrés à l'anniversaire d'un ami commun à Paris. Elle était intelligente, belle, ambitieuse, elle travaillait dans le marketing pour une start-up de la French Tech, je suis analyste financier pour un cabinet d'audit. Le courant est passé tout de suite. La première année était géniale, la deuxième était bonne, mais vers la 3e année, j'ai commencé à remarquer des petites choses. Elle mentionnait souvent d'autres hommes, pas de manière trompeuse, juste du genre ce type au boulot est tellement drôle ou ce gars à la salle de sport m'a donné un super conseil. Je n'y pensais pas trop au début, puis j'ai remarqué qu'elle s'illuminait en parlant de ces autres hommes d'une manière qu'elle ne faisait plus avec moi. Quand je l'ai évoqué une fois, elle a dit que j'étais anxieux, que j'essayais de contrôler à qui elle parlait, alors j'ai laissé tomber. Puis il y a eu l'histoire du téléphone. Elle est devenue protectrice avec son téléphone vers la 4e année, pas bizarrement protectrice, juste prudente, elle le posait face contre table, l'emmenait aux toilettes, effaçait les notifications rapidement. Encore une fois, quand je l'ai mentionné, elle a dit que j'étais paranoïaque, que je projetais mes propres insécurités, alors j'ai encore laissé tomber. Avec le recul, j'ai été un lâche. Je suis resté parce que j'avais investi tellement de temps, parce que recommencer à 30 ans semblait épuisant, parce que tout le monde nous aimait ensemble, parce que ses parents m'adoraient. Parce que je m'étais convaincu que toutes les relations perdent leur étincelle et qu'il faut juste faire des efforts. Mais cette nuit-là, dans l'appartement de mon frère dans le 11e arrondissement, j'ai réalisé quelque chose, je ne voulais plus faire d'efforts. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Maxime, a demandé Julien. Elle s'est inscrite à cette salle de CrossFit il y a 6 mois, elle a commencé à y aller 5 fois par semaine, elle s'est vraiment mise dedans, a commencé à s'habiller différemment, a perdu du poids, ce qui était bien, mais elle est devenue obsédée par ça. Maxime est l'entraîneur principal là-bas, la trentaine, apparemment taillé dans le marbre, il a cette énergie de coach en développement personnel, et elle t'a dit qu'elle se sentait vivante avec lui. Ses mots exacts étaient « Je me sens vivante avec lui d'une manière que je n'ai jamais ressentie avec toi », comme si elle l'avait répété, comme si elle voulait que je le sache. Julien a sifflé doucement. C'est glacial. Je pense qu'elle voulait ta permission. Pourquoi faire? Pour te tromper, ou peut-être qu'elle l'a déjà fait et voulait soulager sa culpabilité en faisant croire que c'était ta faute parce que tu ne la faisais pas se sentir assez vivante. Mon téléphone vibrait sans cesse, 47 messages de Chloé. Je n'en ai lu aucun. Tu ne vas vraiment pas les lire, a demandé Julien. À quoi bon? Soit elle s'excuse sans le penser, soit elle est en colère que je l'ai prise au mot, dans tous les cas, je m'en fous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je suis resté allongé sur le canapé de Julien et j'ai fait des listes dans ma tête, annuler le lieu de réception, perdre la compte mais c'est pas grave, annuler le traiteur, probablement perdre cet acompte aussi, annuler la photographe. Peut-être récupérer un peu d'argent, rendre les alliances acheter place Vendôme il y a 3 mois, contacter tous les invités, faire simple. Mariage annulé, nous sommes séparés, ne prenez pas parti s'il vous plaît, merci de votre compréhension. Trouver un nouvel appartement, je ne pouvais pas rester dans l'ancien avec ses souvenirs. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels. Le propriétaire du domaine a été étonnamment compréhensif, ils avaient déjà eu des annulations, j'ai perdu la compte de 4 000 € mais ils ne m'ont pas réclamé la totalité puisque j'annulais 3 semaines avant. Le traiteur a été moins compréhensif, je leur devais 70% du coût total, encore 3 500 € en volée. La photographe a été cool, elle n'a gardé que le versement initial de 800 € et m'a souhaité bonne chance. J'ai envoyé un email groupé à tous les invités, je suis resté bref, en raison de circonstances imprévues, Chloé et moi avons mis fin à notre relation, le mariage est annulé, nous nous excusons pour tout inconvénient. Sachez que c'était une décision mutuelle et nous demandons le respect de notre vie privée, merci de votre compréhension. Ce n'était pas mutuel, mais je n'avais pas besoin d'étaler notre linge sale. À midi, je suis retourné à l'appartement, Chloé était toujours là. Je croyais t'avoir dit de partir, ai-je dit. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi. Antoine, nous devons parler de ça, tu ne peux pas juste mettre fin à 6 ans sur une seule conversation. Je peux, et je l'ai fait. Commence à faire tes cartons. C'est de la folie, j'essayais d'être honnête avec toi sur quelque chose avec lequel je luttais, les couples sont censés communiquer. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Chloé, tu n'as pas communiqué, tu m'as dit qu'un autre homme te faisait te sentir plus vivante que moi, ce n'est pas de la communication, c'est un manque de respect déguisé en honnêteté. Maxime et moi n'avons même rien fait. C'est juste des sentiments. Je me fiche que tu aies couché avec lui ou juste pensé à le faire, le résultat est le même, tu le veux lui, pas moi, alors va le chercher, je ne t'en empêche pas. Elle a recommencé à pleurer. Je ne veux pas Maxime, je te veux toi, j'étais juste. Je me suis embrouillé, les endorphines du sport, l'attention, ça m'est monté à la tête mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose pour moi. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, ne fais pas ça, on peut aller en thérapie de couple, on peut surmonter ça, je quitterai la salle de sport, je ne reverrai plus jamais Maxime. J'ai retiré sa main de mon bras. Chloé, je vais te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment, même si tu ne revois plus jamais Maxime, même si tu jures sur ta vie qu'il ne s'est rien passé physiquement, je ne te regarderai plus jamais de la même manière. Chaque fois que nous serons ensemble, je me souviendrai de ce que tu as dit, chaque fois que les choses deviendront routinières, je me demanderai si tu cherches quelqu'un pour te faire sentir vivante à nouveau, je passerai le reste de notre relation à attendre le prochain Maxime. Et je ne vivrai pas comme ça. Ce n'est pas juste. Tu as raison, ce n'est pas juste, mais ce n'est pas juste non plus de s'entendre dire que je ne suis pas suffisant pour te faire sentir vivante. Elle m'a fixé et j'ai vu la réalisation s'installer. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas blessé, j'étais juste passé à autre chose. Tu as déjà pris ta décision, a-t-elle chuchoté. Je l'ai prise hier dans la cuisine, maintenant fais tes valises. Cela lui a pris 6 heures.
Je l'ai aidé à charger les cartons dans sa Twingo en silence. Ses parents ont appelé 3 fois, je n'ai pas répondu. Quand sa voiture a été finalement chargée, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je sais. Je t'aime. » Peut-être, mais tu aimes plus l'idée de Maxime. Elle est partie et je ne l'ai plus jamais revue en tant que compagne. Les semaines suivantes ont été mécaniques. J'ai tout annulé, emballé l'appartement, rompu mon bail plus tôt et payé les pénalités. J'ai trouvé un nouvel endroit de l'autre côté de Paris, plus petit, plus cher, mais c'était le mien et le mien seul. J'ai bloqué Chloé partout, téléphone, réseaux sociaux, email, blackout complet. Des amis m'ont contacté, je leur ai donné la même réponse, nous n'étions pas compatibles, c'est fini, je vais bien. Mes parents étaient confus mais solidaires, ils aimaient bien Chloé mais ils m'aimaient plus. Le travail est devenu mon refuge, je me suis jeté dans les dossiers, j'ai pris des missions supplémentaires, je suis resté tard à la défense. Mon patron l'a remarqué et semblait satisfait, j'ai eu une promotion 2 mois après la rupture, drôle comment ça marche. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. 3 mois après la rupture, Julien m'a appelé. Tu ne vas pas le croire. Et c'est toujours. Chloé est enceinte. Je n'ai rien ressenti. Tant mieux pour elle. Non mec, elle est enceinte de l'enfant de Maxime, apparemment ils se sont mis ensemble juste après votre séparation, ça se voit déjà. J'ai fait le calcul dans ma tête. Si ça se voyait à 3 mois, elle était probablement enceinte d'1 mois ou 2, ce qui signifiait qu'elle était tombée enceinte quelques semaines après notre rupture, peut-être même avant. Je m'en fous toujours, ai-je dit. Il y a plus, Maxime est marié maintenant. Ça m'a fait marquer une pause. Pardon? Ouais, femme et 2 enfants. La femme a découvert pour Chloé, énorme scandale, Maxime divorce, il perd son boulot à la salle, Chloé a apparemment une grossesse difficile et il ne la soutient pas. J'aurais dû ressentir une satisfaction vindicative, mais à la place je me sentais juste fatigué. Comment tu sais tout ça? Amis communs, c'est tout un drame, les gens choisissent leur camp, certains pensent que tu es un salaud pour l'avoir larguée juste avant le mariage, d'autres pensent qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je sais, mais je pensais que tu devais savoir. Merci, j'imagine. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Mais une semaine plus tard, quelque chose est arrivé que je n'attendais pas. J'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô? C'était la voix de Chloé, tremblante, désespérée. J'aurais dû raccrocher mais la curiosité l'a emporté. Comment as-tu eu ce numéro? Je ne l'ai jamais effacé. J'avais juste besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis enceinte. J'ai entendu dire, félicitations. Silence. Ce n'est pas celui de Maxime. Mon sang s'est glacé. Quoi? Je suis enceinte de 8 mois, le bébé est de toi. J'ai littéralement laissé tomber mon téléphone. Quand je l'ai ramassé, mes mains tremblaient. C'est mathématiquement impossible, nous n'avons pas couché ensemble depuis. Il y a 9 mois, le week-end de ton anniversaire en Bourgogne, tu te souviens? Je me souvenais. Nous étions allés dans cette chambre d'hôte au milieu des vignes, ça avait été l'un des rares bons week-ends que nous avions eu l'année précédant la rupture. Tu mens. Non, je peux t'envoyer l'échographie, les dates correspondent parfaitement, le terme est dans 4 semaines. Pourquoi diable me dis-tu ça maintenant, 8 mois plus tard? Sa voix s'est brisée. Parce que je pensais que c'était celui de Maxime. Je pensais que quand nous nous sommes mis ensemble juste après ton départ, la chronologie fonctionnait, mais ce n'est pas le cas. Le gynécologue l'a confirmé, le bébé a été conçu il y a 9 mois, pas 7. C'est le tien. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. C'est dingue. Je sais et je suis désolé, je suis tellement désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt mais j'étais confus et effrayé. Où est Maxime? Parti. Il est parti quand je lui ai dit que le bébé n'était pas de lui, il ne voulait rien avoir à faire avec moi, a dit que j'étais folle. Sa femme divorce de toute façon mais il est complètement sorti de ma vie. Bien. S'il te plaît, Antoine, j'ai besoin de ton aide, je ne peux pas faire ça toute seule, je n'ai personne, mes parents m'ont pratiquement renié quand ils ont su pour Maxime,
mes amis ne veulent plus rien avoir à faire avec moi, je suis seul et j'ai peur. Tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas suffisant pour te faire sentir vivante. J'avais tort, j'avais tellement tort, j'ai tout jeté pour un fantasme stupide et maintenant je le paie, mais ce bébé, c'est ton bébé. Tu ne veux pas connaître ton propre enfant? J'ai fermé les yeux. Fais un test de paternité après la naissance, envoie-moi les résultats, si c'est le mien je paierai la pension alimentaire, mais c'est tout ce que tu auras de moi. C'est tout? Tu vas juste abandonner ton propre enfant? Je n'abandonne personne, je dis que je remplirai mes obligations légales, mais toi et moi, c'est fini. Ce navire n'a pas seulement navigué, Chloé, il a coulé, tu l'as torpillé toi-même. S'il te plaît. J'ai raccroché. Puis j'ai vomi, parce que malgré tout, malgré la colère et la trahison et la rupture complète de cette relation, il y avait peut-être un enfant, mon enfant. J'ai appelé Julien immédiatement. J'ai besoin d'un avocat, Jean Rière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout dit. Putain de merde, a-t-il dit quand j'ai fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce que j'ai dit, test de paternité d'abord, si c'est le mien je paierai, mais je ne me remets pas avec elle et je ne joue pas à la famille heureuse. Tu sais que tout le monde va te juger pour ça. Qu'il juge. L'avocate que j'ai engagée était une femme nommée Maître Cohen, mi-quarantaine, tranchante comme un rasoir, spécialisée en droit de la famille. Je lui ai exposé toute la situation. Premièrement, a-t-elle dit, ne communiquez plus avec elle sauf par mon intermédiaire. Deuxièmement, ne signez rien. Troisièmement, attendez le test de paternité. Quatrièmement, si c'est le vôtre, nous établirons un droit de visite et une pension alimentaire qui vous protège vous et l'enfant. Je ne veux pas la garde. Elle a haussé un sourcil. Vous ne voulez aucune relation avec votre enfant? Je veux être financièrement responsable, mais je ne vais pas faire semblant d'être une famille avec quelqu'un qui a détruit notre relation. Si l'enfant veut me connaître quand il sera plus grand, d'accord, mais je ne vais pas jouer au papa avec Chloé jouant à la maman à côté de moi. Maître Cohen s'est adossé à sa chaise. Ça va être compliqué, les juges aux affaires familiales favorisent l'implication parentale. Alors rendez ça simple, je paierai tout ce qu'il faut, mais je ne vais pas à des audiences avec elle, je ne fais pas de vacances partagées, je ne vais pas à des fêtes d'anniversaire où on fait semblant que tout va bien. Vous n'aurez peut-être pas le choix. Alors je gérerai ça le moment venu, mais pour l'instant je dois me protéger légalement. Elle a hoché la tête. Je peux faire ça. 4 semaines plus tard, Chloé a eu le bébé, une fille, 3,2 kilos, en bonne santé, 10 doigts, 10 orteils. Je le sais parce que Maître Cohen a reçu les dossiers de l'hôpital. 2 semaines après ça, les résultats du test de paternité sont revenus, 99,9% de probabilité que je sois le père. J'étais assis dans le bureau de Maître Cohen à fixer le papier. C'était là, noir sur blanc, la preuve scientifique que j'avais une fille que je n'avais jamais rencontrée avec une femme que je ne voulais plus jamais revoir. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous établissons la pension alimentaire et le droit de visite. Je vous ai dit. Je sais ce que vous m'avez dit, mais le tribunal va vouloir que vous soyez impliqués, ils vont demander pourquoi vous ne voulez pas de garde ou de visite. Parce que sa mère a essayé de la faire passer pour l'enfant d'un autre homme, parce que sa mère m'a dit que je ne la faisais pas se sentir vivante, parce que sa mère a détruit toute possibilité pour nous d'être une famille avant même que cet enfant ne soit né. Maître Cohen s'est adouci légèrement. Écoutez, je comprends, vous êtes blessé et en colère, mais cette petite fille n'a rien fait de mal. Je sais ça. Alors considérez peut-être cela de son point de vue, elle n'a pas demandé à naître dans ce gâchis, elle va grandir avec des questions, ne voulez-vous pas être là pour y répondre? Je me suis frotté le visage. Je ne sais pas ce que je veux, je sais juste que je ne peux pas regarder Chloé sans avoir la nausée. Alors ne regardez pas Chloé, regardez votre fille. Ça m'a stoppé net. Ma fille. J'avais une fille. La réalité m'a frappé comme un camion. Quelque part dans cette ville, il y avait un bébé de 2 semaines qui avait la moitié de mon ADN, qui grandirait avec des questions sur pourquoi ses parents n'étaient pas ensemble, qui pourrait grandir en pensant que je ne voulais pas d'elle. Puis-je la rencontrer sans Chloé? Maître Cohen a souri. Je peux arranger ça. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau de Maître Cohen avec une assistante sociale présente. Chloé a apporté le bébé dans un maxi cosy.
Elle avait l'air terrible, épuisée, les yeux cernés, comme si elle avait vieilli de 10 ans en 9 mois. Nous n'avons pas parlé. L'assistante sociale a pris le siège de Chloé et a apporté le bébé vers moi dans une pièce séparée. J'ai regardé ce petit être humain enveloppé dans une couverture rose, profondément endormi. Elle avait des cheveux foncés comme moi, un petit nez en bouton, de minuscules doigts parfaits recroquevillés en pointe. Quelque chose dans ma poitrine s'est ouvert. C'était ma fille. Je peux la tenir, ai-je demandé à l'assistante sociale. Bien sûr. Elle m'a montré comment soutenir la tête. J'ai soulevé cette petite personne incroyablement légère dans mes bras et elle a bougé légèrement mais ne s'est pas réveillée. Je suis resté là pendant 20 minutes, juste à la tenir, juste à la regarder, juste à essayer de traiter le fait que c'était réel. Comment s'appelle-t-elle, ai-je finalement demandé. L'assistante sociale a vérifié ses notes. Chloé l'a appelée Léa. Léa, c'était un joli prénom. Salut Léa, ai-je chuchoté. Je suis ton papa et je suis désolé que tu sois né dans ce bordel, je suis désolé que ta maman et moi ne puissions pas nous supporter, je suis désolé de ne pas savoir comment être un père, mais je vais essayer, je te le promets, je vais essayer. Elle a bâillé dans son sommeil et malgré tout, j'ai souri. Quand je l'ai rendue à l'assistante sociale, j'ai demandé à Maître Cohen, quelles sont mes options? Vous pouvez demander un droit de visite progressif, commencer par des visites médiatisées, progresser vers des week-ends, et éventuellement l'avoir en garde alternée ou partielle. Et Chloé? Elle aura la garde principale à moins que nous puissions prouver qu'elle est inapte. Est-elle inapte? Pas selon les normes légales, c'est une mère célibataire qui lutte financièrement et émotionnellement, mais ça ne la rend pas inapte. J'ai hoché la tête lentement. Mettez en place des visites une fois par semaine pour commencer, je veux connaître ma fille, mais je ne veux rien avoir à faire avec Chloé au-delà de la coordination des soins. Je peux faire marcher ça. Au cours des 6 mois suivants, j'ai vu Léa une fois par semaine. Au début, c'était gênant, je ne savais pas quoi faire avec un bébé, mais l'assistante sociale m'a appris comment changer les couches, comment lui donner le biberon, comment lui faire son ro, comment la calmer quand elle pleurait. Doucement, quelque chose a grandi, un lien, une connexion. Elle s'illuminait quand elle me voyait, elle attrapait mon doigt avec sa petite main, elle s'endormait sur ma poitrine pendant que je lui lisais des histoires. Je suis tombé amoureux de ma fille, mais je ne voulais toujours rien avoir à faire avec Chloé. Nous communiquions uniquement via Maître Cohen et son avocat, de brefs emails professionnels sur les heures de récupération et les rendez-vous médicaux. Pas de conversation personnelle, pas de pourparlers de réconciliation, rien. Chloé a essayé quelques fois, elle s'attardait lors des échanges, elle essayait de lancer des conversations, elle m'a envoyé un long email une fois s'excusant encore, suppliant pour une autre chance. Je n'ai jamais répondu parce que voilà le truc, je pouvais lui pardonner pour le bien de Léa, je pouvais être civil pendant les échanges, je pouvais même reconnaître qu'elle semblait essayer d'être une bonne mère, mais je ne pouvais pas oublier ce qu'elle avait dit. Je ne pouvais pas oublier qu'elle avait été prête à tout jeter de ce que nous avions construit pour quelqu'un qui la faisait se sentir vivante. Je ne pouvais pas oublier qu'elle avait essayé de faire passer ma fille pour l'enfant d'un autre homme. Il y a des choses dont on ne revient pas. Au moment où Léa a eu 1 an, je l'avais un week-end sur 2. J'avais déménagé dans un appartement plus grand avec une deuxième chambre que j'avais convertie en chambre d'enfant, mur rose, un berceau, des jouets partout. Quand elle était avec moi, j'étais totalement présent, pas de distraction, juste moi et elle. Mes parents l'adoraient, Julien s'appelait lui-même le tonton le plus cool du monde, mes amis qui étaient restés à mes côtés pendant la rupture étaient heureux de la rencontrer. La vie avançait. Mais ensuite, quelque chose est arrivé que je n'avais pas prévu. 18 mois après la naissance de Léa, Maître Cohen m'a appelé. Nous devons nous voir, c'est à propos de Chloé. J'ai conduit à son bureau immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé est malade, elle est allée chez le médecin la semaine dernière pour des symptômes qu'elle ignorait, ils ont fait des tests, c'est grave. Mon estomac s'est noué. Grave comment? Cancer du col de l'utérus, stade 3, apparemment ça se développait depuis un moment, la grossesse a pu masquer certains symptômes. Je me suis assis lourdement. C'est quoi le pronostic? Pas génial, elle commence le traitement immédiatement, chimio, peut-être radiothérapie, mais ces médecins disent que même avec le traitement, ça va être un combat difficile. Je me sentais engourdi. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que s'il arrive quelque chose à Chloé, vous êtes le seul parent de Léa,
nous devons discuter des arrangements de garde au cas où Chloé deviendrait trop malade pour s'occuper d'elle, ou pire. La pièce a tourné légèrement. Elle pourrait mourir. C'est une possibilité à laquelle nous devons nous préparer. J'ai conduit directement à l'appartement de Chloé. Je n'y étais pas allé depuis le jour où je l'avais aidé à emballer ses affaires de notre ancien appartement. J'ai frappé à la porte et quand elle a ouvert, je l'ai à peine reconnue. Elle avait perdu du poids, sa peau était pâle, ses cheveux qui avaient toujours été sa fierté étaient clairsemés. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Maître Cohen m'a dit. » Elle a hoché la tête. « Entre. » L'appartement était petit mais propre, les jouets de Léa étaient partout, des photos d'elle sur chaque surface. Chloé avait clairement fait de son mieux. Nous nous sommes assis sur son canapé en silence pendant un moment. « Je suis désolé », ai-je finalement dit. « De quoi ? Que je traverse ça ?» Elle a eu un rire amer. « Le karma, non. J'ai détruit notre couple, essayé de te remplacer par un homme marié qui m'a abandonné et maintenant je meurs, ça semble assez cosmique. » Ne dis pas ça. Pourquoi pas ? C'est vrai, j'ai jeté la meilleure chose de ma vie parce que j'étais égoïste et stupide et maintenant. Elle s'est montrée du doigt. Maintenant je paie pour ça. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le cancer. Le médecin a dit que le stress peut être un facteur, et j'ai été stressé depuis le jour où tu es parti, stressé par l'argent, par la solitude, par le fait d'élever Léa toute seule, peut-être que mon corps a juste lâché. Je ne savais pas quoi dire à ça. Je dois te demander quelque chose, a dit Chloé. Si je ne m'en sors pas, est-ce que tu prendras soin d'elle ? Est-ce que tu t'assureras qu'elle sache que je l'aimais ? Bien sûr. Pas juste légalement, je veux dire vraiment prendre soin d'elle, être son papa, être présent, ne la laisse pas grandir en pensant qu'aucun de ses parents ne voulait d'elle. Je ne la laisserai jamais penser ça. Et peut-être. Elle a regardé ses mains. Peut-être lui dire que je n'étais pas toujours horrible, que je t'aimais autrefois, que nous étions heureux avant que je ne gâche tout, je ne veux pas que son seul souvenir de moi soit la femme qui a détruit la relation de ses parents. Ma gorge était serrée. Chloé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, je sais que je ne mérite rien de toi, mais elle mérite de savoir que sa mère n'était pas un monstre complet. Elle le saura, ai-je dit. Je le promets. Chloé a commencé le traitement la semaine suivante. J'ai pris Léa à plein temps pendant qu'elle traversait la chimio. C'était brutal. Elle m'appelait après les séances, à peine capable de parler, voulant juste entendre la voix de Léa. Je mettais le téléphone sur haut-parleur et laissais Léa babiller à sa maman. Léa était trop jeune pour comprendre, mais Chloé pleurait en l'écoutant. 3 mois après le début du traitement, les cheveux de Chloé étaient complètement partis, elle avait perdu 15 kilos, elle pouvait à peine garder la nourriture mais elle se battait, mon Dieu qu'elle se battait. J'amenais Léa lui rendre visite quand Chloé se sentait capable. Ces visites étaient dures, Léa tendait les bras vers sa maman, confuse de voir pourquoi maman avait l'air différente, pourquoi maman ne pouvait plus la porter. Mais Chloé souriait à travers la douleur, tenait la main de sa fille et lui chantait des chansons même quand sa voix était à peine un murmure. Je devais admettre, quoique Chloé ait été d'autres, elle aimait Léa avec tout ce qu'elle avait. 6 mois après le début du traitement, les médecins ont annoncé la nouvelle que nous redoutions tous, le cancer s'était propagé, le traitement ne fonctionnait pas, il restait peut-être 1 an à Chloé, probablement moins. Elle me l'a dit dans sa chambre d'hôpital avec Léa jouant avec des cubes sur le sol entre nous. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose », a-t-elle dit. « N'importe quoi. Ne la laisse pas m'oublier, prends des photos, des vidéos, raconte-lui des histoires, j'ai besoin qu'elle sache que j'ai existé, que je l'aimais, que j'ai essayé. Elle le saura. Et peut-être. » Elle m'a regardé avec ses yeux creusés. « Peut-être me pardonneras-tu un jour. Pas maintenant, je ne m'attends pas à ça, mais un jour, pour son bien. » J'ai pris sa main, elle était froide et fine. « Je te pardonne, Chloé. » Elle a commencé à pleurer. « Tu n'es pas obligée. Je le fais, parce que porter cette colère n'aide personne. Tu as fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, nous nous sommes blessés tous les deux, mais nous avons fait quelque chose de beau ensemble. » J'ai regardé Léa. « Et je ne peux pas te haïr quand je la regarde. » Chloé a serré ma main faiblement. « Merci. » Elle est morte 4 mois plus tard, paisiblement en soins palliatifs, avec moi et Léa présents. Léa était trop jeune pour comprendre,
elle a continué à demander où était maman pendant des semaines. J'ai tenu ma fille et expliqué du mieux que je pouvais que maman était partie mais qu'elle l'avait beaucoup aimée, que maman était malade et ne pouvait pas rester, que ce n'était la faute de personne. Les funérailles étaient petites. Les parents de Chloé sont venus, ils s'étaient réconciliés avec elle vers la fin. Quelques vieux amis, quelques collègues. J'ai fait un éloge funèbre où j'ai parlé des bons moments, des premières années, de son intelligence, de la force avec laquelle elle s'était battue pour Léa. J'ai laissé de côté le reste. Léa n'avait pas besoin de connaître le milieu désordonné, elle apprendrait éventuellement quand elle serait plus grande, mais pour l'instant, elle pouvait juste savoir que sa mère l'avait aimée. Après les funérailles, la mère de Chloé m'a approché. Merci, a-t-elle dit, d'avoir pris soin d'elle à la fin, d'avoir laissé Léa la voir, nous savons ce qu'elle t'a fait, nous savons qu'elle ne méritait pas ta gentillesse. C'était la mère de Léa, ai-je dit simplement. C'est tout ce qui comptait. Maintenant, cela fait 1 an que Chloé est morte. Léa a 3 ans. Elle m'appelle papa. Elle ne se souvient pas de sa maman, pas vraiment, mais je lui montre des photos tous les jours, je lui raconte des histoires, je m'assure qu'elle sache que Chloé l'aimait. Je ne me suis jamais remarié. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas. Pour l'instant, je me concentre sur l'éducation de ma fille, sur le fait d'être le parent qu'elle mérite, de m'assurer qu'elle grandisse en sachant qu'elle est aimée, désirée et valorisée. Parfois je pense à ce jour dans la cuisine, le jour où Chloé m'a dit qu'elle se sentait vivante avec quelqu'un d'autre, le jour où je suis parti de 6 ans de vie commune sans regarder en arrière. Les gens demandent si je regrette, si je souhaite avoir essayé plus fort, si je me blâme pour ce qui est arrivé. La réponse est non, parce que rester aurait été pire. Vivre avec quelqu'un qui me voyait comme un plan de secours pendant qu'elle chassait les papillons avec quelqu'un d'autre m'aurait détruit lentement. Partir nous a détruits rapidement, mais au moins j'ai pu reconstruire selon mes propres termes. Est-ce que j'ai souri quand Chloé est tombée malade? Non, c'est trop cruel même pour moi. Mais ai-je ressenti une satisfaction sombre quand Maxime l'a abandonnée? Quand elle a tout perdu de ce qu'elle avait choisi à ma place? Peut-être un peu. Est-ce mal? Probablement, mais je suis humain et les humains ne sont pas parfaits, nous sommes compliqués et désordonnés et parfois nous ressentons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Le titre de cette histoire donne l'impression que j'ai célébré sa souffrance, ce n'est pas le cas, mais je n'ai pas non plus pleuré pour elle jusqu'à la toute fin. J'ai eu de la peine pour Léa qui perdait sa mère, j'ai eu de la peine pour la femme qui m'avait rendu heureux autrefois avant que tout s'effondre, mais je n'ai pas pleuré pour la femme qui m'a dit que je ne la faisais pas se sentir vivante. Cette femme-là a eu exactement ce qu'elle a demandé, une vie sans moi. Léa dort dans sa chambre en ce moment, veilleuse rose allumée, peluche arrangée autour de son oreiller exactement comme elle aime. Je vais la voir chaque soir avant de me coucher. Demain nous allons au parc, puis déjeuner dans son endroit préféré, puis retour à la maison pour les dessins animés de l'après-midi et probablement beaucoup trop de glace. Ce n'est pas la vie que j'avais planifiée, ce n'est pas la famille que j'imaginais quand j'ai demandé Chloé en mariage il y a toutes ces années, mais c'est ma vie, c'est notre vie, la mienne et celle de Léa. Et contrairement à Chloé, je n'ai besoin de personne d'autre pour me faire sentir vivant, j'ai juste besoin du rire de ma fille, de sa petite main dans la mienne, de sa voix appelant papa quand je vais la chercher à la crèche. C'est suffisant, c'est plus que suffisant, c'est tout.